population, comme personne ne peut nier qu'il y a eu des points positifs. Mais oui, le peuple kanak a souffert, et c'est pour ça qu'il y a eu des moments de tension, mais c'est pour ça qu'il y a eu des moments de réconciliation et des accords trouvés entre nous. Moi, ce qui me préoccupe quand je fais de la politique, c'est le bien des populations, mais quelle que soit leur couleur de peau, que ce soit le petit Caldoche qui habite à Bourail, au Kanak de Yingen. Moi, j'étais prof 4 ans à Yingen et je me suis occupé de ces gosses comme si c'était les miens. Et ce qui compte pour moi, c'est qu'ils aient le meilleur cadre de vie, la meilleure chance de vie, vous voyez ce que je veux dire, pour réussir, pour s'épanouir, pour être juste des personnes heureuses. Alors oui, il y a une vraie question identitaire à régler, mais je pense qu'on peut régler cet épanouissement identitaire et culturel. Alors, on est au centre culturel Chiba aujourd'hui, qui est comme une preuve forte de la reconnaissance de la culture kanak, pas suffisante certes, mais en tout cas qui est un gros début, et je pense qu'on peut reconnaître cette volonté de reconnaissance identitaire au sein de la République française. Parce que j'entends, moi, ces arguments, mais moi, ce qui me préoccupe, c'est quand je discute avec les mamans, quand je vais au marché à Yingen, c'est de savoir, elle veut savoir comment va être soigné son enfant, est-ce qu'il va continuer à avoir les mêmes conditions de santé, les mêmes conditions d'accueil quand il va au collège, et toutes ces choses-là aujourd'hui, cette qualité de vie, je le rappelle, on l'a parce que on est au sein de l'espace français et on risque de perdre beaucoup demain. C'est-à-dire que pour avoir une reconnaissance identitaire peut-être trouvée qui fera plaisir à un petit nombre, je ne parle pas de l'ensemble de la population kanak, je parle d'une vraie recherche différente de ce qu'on pourrait trouver ensemble, on risque de mettre beaucoup de malheureux. Et je le redis, je ne parle pas d'une partie de la population calédonienne en particulier, je parle de l'ensemble des Calédoniens, quelle que soit leur couleur de peau. Et c'est ça, ma préoccupation première quand je me lève le matin, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Et je pense que pour continuer à développer la Nouvelle-Calédonie, avec son histoire qu'on doit tous assumer, mais on ne doit pas passer notre temps à regarder l'histoire. On doit dire maintenant qu'est-ce qu'on est capable de construire pour nos enfants, pour nos petits-enfants. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que merci à ceux qui ont pu nous faire le passé, à ceux qui ont réussi à faire des accords, qui ont eu du courage de se serrer la main à ceux qui l'ont perdu de leur vie, ce courage d'ailleurs. Merci à eux. Mais maintenant, nous, qu'est-ce qu'on est capable pour faire pour nos enfants et nos petits-enfants? Monsieur Lallier, donc avant de donner la parole à... Je voudrais réagir parce qu'entendre... le collègue, là, sur les deux interventions. Il faudrait que la France colonise l'ensemble du monde pour qu'il puisse vivre normalement. Il ne faut quand même pas se moquer des gens. La situation, la santé et le social sont de compétences de la Nouvelle-Calédonie déjà. Il n'est pas financé forcément peut-être que dans la construction de l'hôpital, mais les contrats de développement qu'on a passés avec l'État, il est dans le processus de décolonisation. Il est inscrit comme ça. Il faut que l'État colonial nous accompagne dans notre émancipation. Et je ne peux pas accepter qu'on dise toujours que ça y est, les gens ne seront pas soignés en Calédonie parce que la France n'est pas là. Mais ça veut dire que si la France n'est pas là-bas en Angleterre, peut-être que les Anglais ne sont pas soignés. Non, je pense qu'il faut peut-être que dans ça c'est des interrogations des gens qui ne se sont pas informés, ils se sont désintéressés de la politique. Et d'ailleurs, le monde des responsables politiques en fait les frais dans les coups de gueule. Parce que les gens ne sont pas bien informés et ils ne s'intéressent pas et il y a trop d'occupations. La France est là depuis des années. On a des gens dans la société kanak qui ne s'est même pas rendu compte que la France a fait des accords dans leur vie, et je pense même qu'il y en a des caldos, parce que dans leur vie, ils ne ressentent pas. Je voulais aussi réagir par rapport à l'intervention de Philippe Dunoyer. J'ai dit au Congrès que le vivre ensemble ne doit pas être la négation du peuple kanak. Ça veut dire que, parce qu'on travaille ensemble, ça vient faire par rapport à le peuple calédonien, le peuple kanak et avec le peuple, les autres qui forment le peuple calédonien, on va construire ensemble en s'attachant aux valeurs kanak. Aujourd'hui, à la présence française, je vois quand on en fait des discours, on fait toujours référence à la France.
Mais je suis sûr qu'il y en a qui n'ont jamais été en France et qui disent, parce qu'il y a des responsables qui disent qu'on est français. Je vais vous donner une expérience que j'ai vécue. Moi je suis un fonctionnaire municipal de la ville de Nouméa à un moment donné. On avait des collègues qui partaient en vacances payés par l'administration là-bas, et quand ils ont des problèmes, ils vont à la banque, et quand ils vont à la banque, c'est eux qui nous rapportent. Ils montrent les papiers. C'est où la Calédonie? C'est en Inde. Les Français, ils ne savent même pas où on était, sauf en 84. Vous mangez encore des hommes là-bas en Calédonie? Mais c'est pour vous dire que... Mais ils sont vexés, parce que c'était des Caldoches, des Caldoches, les Calédoniens, qui sont vexés. On connaît comment la mentalité de chez nous, avec les vieux de la Calédonie, là, les vieux éleveurs, ces mentalités-là, ils disent que mais ils nous prennent pour des imbéciles. Mais on défend la France là-bas, mais ils viennent nous raconter. C'est pour dire que là, il faut... On aura toujours le partenariat. Je pourrais aller en termes de géopolitique et tout ça. Et moi, je voudrais dire à mon collègue Calédonie Ensemble que votre projet, c'est un projet pour noyer la condition kanak. Mais est-ce que pour les indépendantistes, avec la posture que vous avez aujourd'hui, est-ce que c'est une posture revancharde? Non, pas du tout. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je donne là comme exemple. Ce sont des exemples qui permettent chacun d'ouvrir un peu les yeux, de penser autrement. Non, au contraire, on a signé, on a donné tout ce qui est possible de donner pour accueillir. Je pense que maintenant, ce que je voulais dire, c'est qu'on attend qu'il y ait une évolution. Quand je les regarde, s'ils sont aujourd'hui, on a tellement d'électeurs qui s'abstiennent. Je crois que pendant les élections provinciales, s'ils avaient été votés, les 45 000 électeurs, peut-être qu'on serait majoritaire au Congrès. Mais ils s'abstiennent toujours, ils ne s'intéressent pas, ils vont au champ, mais qui dit que demain, dans la session à la pleine souveraineté, c'est pas un citoyen d'origine européenne ou d'origine tahitienne ou d'autre origine qui va présider la Nouvelle-Calédonie, enfin qui va être le Premier ministre de la Nouvelle-Calédonie. Déjà aujourd'hui, il y a un président de gouvernement qui est déjà, d'ailleurs, compte tenu de la représentation là, nous a pas fait cadeau pour... Voilà, une petite pique de M. Jacques Lallier. M. Blaise, je suppose que vous aussi, vous avez l'intention d'intervenir après ces petits échanges maintenant. Après, c'est à vous. Oui, deux choses. D'abord, je voudrais dissiper un mythe qui est porté par nos collègues indépendantistes de croire que si on vote oui à l'indépendance, les choses vont continuer comme aujourd'hui. Mais il faut arrêter de raconter des choses qui ne sont pas vraies. La réalité, c'est que pourquoi aujourd'hui on peut, avec nos impôts, payer un système de santé qui est très généreux, c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne paye pas nous-mêmes. Le budget de la Calédonie, c'est 65 milliards. Le budget de l'enseignement secondaire tout seul, c'est 50 milliards. Demain, on est indépendant, nous devons nous prendre en charge ces 50 milliards. Comment on va payer les enseignants? Il faudra soit supprimer des dépenses quelque part, c'est-à-dire supprimer des postes de fonctionnaires, soit augmenter l'impôt. Et je rappelle que ces 50 milliards, c'est deux fois et demi le rendement de l'impôt sur les revenus. Ça, c'est une réalité matérielle. Quand les indépendantistes disent que les provinces indépendantistes se gèrent toutes seules et qu'on n'a pas besoin de la France, mais c'est pas vrai. Prenez l'aide médicale gratuite dans le Nord, c'est 4,5 milliards par an. Le Nord, il reçoit directement cadeau de l'État 2,5 milliards. Dans les îles, c'est 2 milliards, je crois, pour pareil, 2,5 milliards. Et dans le Sud, nous, on a 7 milliards de médicale gratuite, on reçoit 6 milliards de l'État. Et il ne faut pas croire que le jour où on est indépendant, l'État va continuer à nous donner comme ça de l'argent parce qu'il nous aime bien et qu'il se sent une dette coloniale. Ça n'existe pas, la dette coloniale. La France, elle a des problèmes à régler. Elle s'occupe de la Calédonie parce que ça fait partie de la République française. Le jour où on décide de sortir de la République française, on se débrouille.
On est des grands garçons. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, je suis toujours fasciné par la dialectique qui est utilisée par 2 collègues indépendantistes de la victimisation. Alors, ils ont le droit. Il y a des réalités dans l'histoire, il y a eu des injustices dans l'histoire coloniale. Et je crois que c'est un devoir d'honnêteté que nous avons tous de les reconnaître. Et effectivement, c'est pour ça qu'on a parlé des ombres de la colonisation. La France n'a pas à être fière de ce qu'elle a fait dans le passé. Mais la France d'aujourd'hui, ce n'est pas la France d'hier. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une société coloniale. Et depuis très longtemps. Nous avons tous le droit de vote. Nous avons l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous avons le partage des responsabilités. Nous sommes dans une démocratie consociative où on a créé 2 provinces exprès pour les indépendantistes et pour les Kanaks, pour qu'ils puissent partager le pouvoir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on aborde cette consultation du 4 novembre dans une très grande sérénité comparée à ce qu'était la situation il y a 30 ans. Parce qu'aujourd'hui, nous participons tous, les uns et les autres, au pouvoir. Pourquoi je suis un peu dur avec ce terme de victimisation? Parce que à un moment, il faut faire un choix, c'est-à-dire que soit on reste enfermé dans ce que j'appellerais un ghetto identitaire et on tourne en boucle ce discours, on a été victime, donc Mesmer, ces choses-là, soit on décide de faire de la politique pour l'ensemble des Calédoniens. On ne peut pas dire d'un côté, on appelle les gens à voter oui à l'indépendance parce que nous voulons une Calédonie solidaire, unie, et avoir ces réflexes du discours où on se sent menacé et donc on va faire le compte des Kanaks contre les non-Kanaks. Parce qu'on perpétue ce clivage de la société calédonienne qui ne nous permet pas d'avancer. Donc il faut reconnaître les ombres du passé, mais on ne peut pas construire le futur et on ne peut pas régler les injustices du passé en imaginant des injustices dans le futur. C'est-à-dire que la société que nous devons construire, que nous soyons loyalistes ou indépendantistes, c'est une société qui doit être calibrée pour le bonheur de tous. Et aujourd'hui, quand vous allez dans la rue, vous regardez cette jeunesse calédonienne, elle est terriblement métissée. Elle est métissée biologiquement, mais il y a aussi des gens qui ont envie d'avoir un pied dans les 2 mondes. Donc, moi je crois que la France, elle a suffisamment de largeur pour pouvoir garantir en son sein la préservation de l'identité kanak. On a tous compris que c'est quelque chose d'essentiel pour la paix en Calédonie. Elle est capable de concilier à la fois la modernité, la participation-responsabilité, le maintien des acquis sociaux et la prise en compte de l'identité kanak. Et c'est vrai que au lendemain du référendum, pour lequel nous aspirons à une victoire massive du non, il ne va pas y avoir un gagnant et un perdant. Parce qu'on aura été à la hauteur de l'héritage de ces 30 dernières années, qui est qu'on a remplacé le rapport de force sur le terrain, les barrages, par un rapport de force démocratique. C'est la plus grande fierté qu'on peut avoir en Calédonie, c'est que nous avons eu cette sagesse et ma génération est responsable de porter cet héritage des anciens. Donc, il y aura un choix qui aura été fait par la population concernée, qui est les Kanaks et tous les autres, qui sont chez eux aussi. Jacques est chez lui, je suis chez moi, nous sommes tous chez nous, nous devons vivre avec cette réalité. Et au lendemain, eh bien moi je considère que nous aurons comme interlocuteurs des élus légitimes, élus par des Kanaks, par des indépendantistes, et que nous avons le devoir de travailler ensemble. Donc je ne vois pas ça comme un rendez-vous qui sera un rendez-vous binaire avec une défaite. C'est juste qu'il y aura un choix de société, il y aura 2 projets. Un projet qui aura plus convaincu que l'autre, pour différentes raisons, l'identité, mais également la vie du quotidien. Et on sait qu'après, la Cornuma nous appelle, au terme du 2e, du 3e, s'ils doivent avoir lieu, on verra après le premier, de toute façon à nous mettre autour de la table et à discuter, pour construire ensemble l'avenir de ce pays. Et en tout cas, ma philosophie, c'est que moi je ne veux pas être prisonnier des clivages du passé, je ne veux pas construire l'avenir en regardant dans le rétroviseur, je veux construire une société calédonienne où tout le monde a sa place et qui fasse le bonheur de tout le monde sans exception. Merci, Monsieur Blaise.